Ah, ben oui, c'est ça. Vous me direz quand c'est le temps. Moi, je suis prête. Il est bon, on peut commencer? Ok, je vais juste faire ça de ma petite manette. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis un petit peu nerveuse parce que je suis en web diffusion, donc je dis bonjour à ceux qui sont à la maison ou au travail qui m'écoutent. Je vais essayer de travailler avec le micro. J'ai pas beaucoup l'habitude, j'ai une bonne voix d'habitude, puis là, il faut que j'utilise tout ça, cette technologie-là. Bienvenue, madame. Ben non, on va se coller, là. Il y a des places. Donc, ben, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Nancy Goyette. Je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, mon champ d'expertise, c'est l'identité professionnelle. Donc, je travaille vraiment pour les enseignants. Moi, les élèves, je m'intéresse à ça, mais moins. Je suis une ancienne enseignante du secondaire. J'ai travaillé pendant 12 ans en secondaire 4 au régulier, je sais. Et par la suite, j'ai fait des études universitaires qui m'ont mené à devenir prof à l'université. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques petites perles là, qui sont issues de mes recherches, aussi de mon expérience. Puis présentement, je travaille avec des enseignantes au primaire. Là, je sais que vous allez me dire que bon, c'est un petit peu loin de vos préoccupations, c'est pas la même chose, et je le sais très bien que vous êtes des enseignants qui êtes un peu particuliers de par ben, votre provenance et aussi de par la formation que vous suivez, et que souvent, ce n'est pas nécessairement les mêmes contextes que vous rencontrez. Maintenant, je veux vous aviser que je ne suis pas spécialisée en FP, en formation professionnelle. Je suis très modeste. Donc, si toutefois, je donne des exemples où je vous dis quelque chose qui ne ressemble pas à votre réalité, vous avez le droit de me le dire. Je vais essayer de rester quand même dans des zones confortables pour moi, mais l'idée de ce que je vais vous présenter, ça peut s'appliquer à vous, tout comme tout autre enseignant qui veut développer son identité professionnelle. Donc, ben, je débute avec ben, ma présentation qui s'intitule « Cultiver une identité professionnelle positive par le développement de ses forces de caractère, une voie prometteuse menant vers le bien-être en enseignement ». Donc, on va débuter avec quelque chose qui est très positif. Donc, on voit dans les médias, et ça, c'est quand même assez récent, en février 2018, on voyait qu'il y avait une augmentation du nombre d'élèves en difficulté en formation professionnelle. Puis moi, ben, ça ne me surprend pas parce que dès le primaire, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes en difficulté, puis là, ils s'en vont au secondaire, éventuellement décrochent ou finissent vraiment avec beaucoup de difficultés secondaires et se retrouvent souvent sur vos bancs de classe. Et les difficultés, ils ne disparaissent pas avec le cheminement scolaire. Et on parle vraiment du fait qu'il y a une augmentation de 36% depuis 5 ans de ces élèves-là. Donc, c'est quand même une situation qui est assez problématique, merci. Ce fait-là fait en sorte, j'imagine, que votre condition enseignante se complexifie de par l'arrivée de ces personnes-là dans vos classes. Et avant de continuer, puis vu que c'est un atelier, donc je vais vous faire aussi un petit peu travailler, là, je ne vous ferai pas un cours théorique universitaire en dormant, mais en tout cas, je le souhaite. Je vais faire une petite activité brise-glace avec vous. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à une situation où, comme enseignant, vous vous êtes retrouvé à vivre quelque chose de quand même difficile. OK? Donc, dans ce que vous faites, dans votre métier, n'importe quoi, une situation difficile. Donc, je vais vous laisser un petit 2-3 minutes pour y penser. Puis après, bien, vous allez parler à votre collègue à côté de cette situation-là. Donc, la façon de faire, c'est que pendant peut-être un petit 2-3 minutes, vous expliquez la situation à la personne à côté de vous et la personne à côté de vous vous écoute et tente de vous aider dans la résolution peut-être de ce problème-là. Peut-être que c'est un problème qui s'est posé au niveau professionnel pour vous puis que vous ne trouvez pas de solution ou, bon, vous essayez d'aider la personne qui raconte du mieux que vous pouvez. Quand je vais vous le signaler, là, ça va être votre tour. Donc, vous allez raconter votre situation à l'autre personne, puis l'autre personne va essayer de trouver des pistes de solutions avec vous, puis essayer de vous aider. Ça vous va? Donc, un petit 6 minutes où on essaie de réfléchir à des moments qui sont un petit peu plus difficiles dans la profession enseignante. Donc, ici, je vous ai comme introduit une situation, mais ça peut être autre chose que de travailler avec des élèves en difficulté, bien entendu. Je vous laisse un petit 2 minutes pour y réfléchir individuellement. Par la suite, on va faire l'atelier. Ça vous va? D'accord. Donc, le petit 2 minutes commence maintenant.
Il y a ici quelqu'un qui m'a parlé de quelque chose de vraiment intéressant. Je sais que vous êtes enseignant, mais vous êtes aussi étudiant à l'université. Donc, ça peut être aussi un problème que vous vivez présentement dans vos études universitaires. Ça peut être ça aussi. Ça vous va? Puis quand vous êtes prêts, vous pouvez discuter là, sans problème. Je vais regarder un petit peu l'heure là, pour pas qu'on s'éternise, mais bon. Donc, c'est parti.
Donc, je vous arrête. Je vous arrête. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, peut-être. Le but de l'exercice, c'est de vous faire prendre conscience de quelque chose beaucoup plus qu'on puisse élaborer davantage sur les sujets. Essayez de regarder la façon que la personne a essayé d'intervenir envers vous quand vous avez élaboré sur ce qui vous causait un problème. Comment elle était? Comment elle était avec vous? Vous pouvez répondre, vous pouvez répondre aux questions. Comment vous sentez que la personne, quelle attitude elle avait envers vous? OK, de l'écoute. De l'ouverture. Oui. De l'intérêt. OK. Puis ça, qu'est-ce que ça faisait pour vous? Donc, cette façon-là d'avoir de l'écoute, de l'ouverture et tout ça, vous, comment vous vous sentiez par rapport à cette attitude-là? En confiance. Là, des fois, ça se peut que je ne vous regarde pas. Là. Des fois, j'entends puis je ne vois pas la personne, là, mais en confiance, j'ai vu une main de lever. Oui? Il y avait une certaine empathie. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et ce que je veux vous faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que vous, là, quand vous réfléchissez à un problème ou à une situation dans laquelle vous êtes confronté comme enseignant, de quelle façon vous vous parlez à vous-même? Est-ce que vous avez de l'écoute par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre situation? Est-ce que vous êtes empathique à votre égard? Est-ce que vous vous dites, est-ce que vous êtes capable de vous aider vous-même, des fois, dans votre dialogue intérieur? Hein? Donc ça m'amène à vous parler de quelque chose qui s'appelle le biais de la négativité. Ça, c'est vraiment quand même c'est un concept scientifique qui dit en fait que l'être humain est conditionné à s'envoyer des messages négatifs au départ. Donc, quand on voit une situation, quand on aborde une situation, souvent, c'est le biais de la négativité qui va embarquer, qui va prendre le dessus, puis que les messages qu'on se fait en tant qu'enseignant vont être beaucoup plus, des fois, négatifs que positifs. C'est bien plus facile de dire « Hey, my God, je suis pas bon, là. Moi, cette partie de matière-là, là, quand j'arrive pour expliquer ça, je suis tellement pas dedans. » À la place de dire « Ah, cette partie de matière-là, c'est comme un défi. Comment je pourrais faire pour relever le défi? » On se dit des choses négatives dans notre tête, dans plusieurs situations. « Ah, j'y arriverai jamais. » Ou « Ah, mon Dieu, hey. » Donc, ça, c'est quand même très naturel. Donc, si ça vous arrive, c'est normal. On est fait comme ça au niveau des êtres humains. Et je vais vous donner un bon exemple. C'est qu'on regarde un plat de cerises. Bon, je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont allergiques ou qui n'aiment pas ça. Mais quand on regarde le plat de cerises, il a l'air succulent. Je veux dire, mettons, si vous n'aimez pas les cerises, pensez à des fraises ou des framboises ou ce que vous voulez, chocolat. Mais là, si ce plat-là, il arrive une bébite dessus, avez-vous le goût de le manger? Hein? Bon, il y en a qui vont dire, je tasse la bébite. Ça, c'est les positifs. Hein? Mais la plupart du temps, dans notre journée d'enseignant, on a plein de cerises dans notre bol, succulentes, mais il arrive une bébite. Mais elle va vraiment bousiller tout le restant de la journée. OK? Donc, le biais de la négativité va faire en sorte qu'on va focusser sur le négatif, même si c'est une petite chose, à la place de dire, hey, ben regarde, là, dans la journée, il est arrivé quelque chose de négatif, mais le restant de ma journée, c'est quand même bien. Ça va quand même bien. Mais, tu sais, je veux dire, mes étudiants, mes élèves, ils étaient là, ils étaient à l'écoute, mais il est arrivé peut-être une petite altercation dans le corridor avec un collègue, par exemple. Donc, le biais de la négativité, c'est toujours de voir la bébite avant les cerises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de combattre pour réussir à avoir un sentiment de bien-être dans la profession, mais dans notre vie en général, c'est pas juste ça. Donc, il faut apprendre à être bienveillant envers soi. Ça, c'est vraiment important. La bienveillance envers soi, c'est qu'est-ce qui va vous aider, premièrement, à lâcher prise, parce que des fois, là, on veut tellement, mais c'est très énergivore, puis ça amène nulle part souvent. Et on peut se poser des questions. Quel lien avec l'accompagnement que vous avez avec vos étudiants? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes bienveillant envers eux? Est-ce que
Est-ce que vous êtes empathique par rapport à ce qui se passe? Mais vous, là, comme enseignant, est-ce que c'est possible que vous abordiez les problèmes que vous rencontrez avec le biais de la négativité au départ? Puis que vous avez des fois de la difficulté à vous en sortir ou de penser à des solutions positives. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous gruge comme enseignants. On focus beaucoup sur ce qui va mal. Puis, l'autre question, comment on fait pour s'en sortir puis réussir à changer un peu notre façon de voir les choses? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je sais que, puis là, ça, je vais le faire quand même assez rapidement parce que je suis allée me documenter. Je ne suis pas spécialiste en formation professionnelle, mais j'ai beaucoup lu là-dessus. Puis, j'ai bien compris que vous avez des défis quotidiens comme enseignant en formation professionnelle parce que vous êtes des gens qui êtes préoccupés par la réussite de vos étudiants. Vous êtes des gens aussi qui veulent que les étudiants persévèrent dans tous les domaines dans lesquels vous travaillez. Mais vous vous rendez compte qu'enseigner, ce n'est pas nécessairement donner la matière ou faire des ateliers, peut-être que je n'ai pas les bons termes, là, des ateliers, OK, des ateliers par rapport au métier que les étudiants sont en train d'apprendre. C'est aussi d'avoir une interaction avec ces étudiants-là, puis aller plus loin, puis les accompagner là-dedans, parce qu'on sait qu'il y a un taux d'attrition ou d'abandon aux professionnels qui est quand même assez élevé. Et vous savez que vous êtes un peu la clé de ça, mais comment s'y prendre, c'est un petit peu plus difficile parce que votre métier est complexe. Puis, ben, vous faites preuve vraiment d'un grand engagement qui va au-delà des contenus puis de l'évaluation. Je pense qu'il n'y a pas personne ici qui va dire, ben moi, je fais mon chiffre, puis c'est tout, puis après, je retourne à la maison, je corrige mes examens, puis le lendemain matin, c'est pas comme ça l'enseignement. Des fois, on a l'impression que c'est comme ça quand on est à l'extérieur, mais quand on devient enseignant, on se rend compte que c'est pas la paire de manches qu'on pensait. Donc, ben, il y a des défis quotidiens par rapport aux étudiants, puis les étudiants ont de plus en plus de besoins. Ça, je crois que vous êtes au courant de ça. Tu sais, des besoins par rapport à leur vie scolaire, bien souvent, ils ont bien de la misère à persévérer. Ils veulent, d'une certaine façon, ils veulent que ça soit facile, la loi du moindre effort. Puis, ben, si ça ne fonctionne pas, je vais changer de formation. Tu sais, bon, on appelle ça du zapping. Donc, il y en a des étudiants qui vont faire ça. Ensuite, ben, l'encadrement individuel, ben, on vous demande d'en faire de plus en plus, mais des fois, c'est difficile aussi parce que ces gens-là, ben, ils arrivent, mais les accompagner, des fois, c'est plus que pédagogique, c'est plus difficile que, je veux dire, ben, je vais te montrer certains ateliers ou certaines sections de la matière. Là. Ça va au-delà de ça. Ils ont des besoins qui vont au-delà de ça. Ensuite, bon, difficultés d'apprentissage sont levées au début. Aussi, les étudiants, il y en a certains qui sont très individualistes. Donc, ils viennent pour la formation, puis le groupe, ben, on s'en fout un peu, puis les règles, ben, on s'en fout aussi, puis on arrive en retard. Puis, bon, donc ça, c'est un phénomène. Ensuite, ben, la vie personnelle, ben, souvent, les élèves, les étudiants, ils travaillent, ils ont un rythme de vie quand même assez freiné, il faut qu'ils payent leurs factures, fait que la formation, ça passe en deuxième. Bon, santé psychologique, des fois des cas de psychomanie, d'alcoolisme ou de prise de médicaments parce qu'il y en a qui arrivent avec des difficultés au niveau psychologique. Santé psychologique aussi, sont de plus en plus des fois poqués, comme on dit. Donc, vous avez à faire face à ça, puis ils ont des besoins, eux, que des fois, vous ne sentez pas que vous êtes apte à combler ou réussir à les accompagner adéquatement. Puis, il y a aussi la vie sociale et familiale, conciliation, travail, études. Bon, dans un cours, j'imagine, ça doit arriver que le téléphone sonne, ils sortent ou ben, ils arrivent à la pause, ben là, c'est parce que mes enfants, il faut que j'aille chercher à la garderie. Ou bon, il y a des situations comme ça qui vont comme vraiment désarçonner l'enseignant. Et puis vous avez des choses aussi obligatoires à faire, les présences, tout ça. Donc, ça complexifie toute la dynamique de votre travail. C'est plus complexe. Puis la vie sociale active, il y en a que la vie sociale est beaucoup plus importante sur Instagram que de s'asseoir dans votre classe pour apprendre le métier que vous leur enseignez. Donc ça, c'est une situation qui démontre les besoins des enseignants, mais il y a aussi le fait qu'il y a deux constants importants en lien avec les élèves, c'est que vous devez être davantage formés à l'accompagnement de ces étudiants-là de plus en plus. Puis je crois que ça, c'est peut-être que ça nourrit un sentiment des fois d'être dépassé par les situations qui se posent à vous. Puis il y a des besoins économiques des étudiants qui vont influencer leur apprentissage aussi.
Donc, ils vont privilégier beaucoup plus le travail que vraiment de se planter les pieds dans le métier puis de dire, ben je vais faire, mettons, mon programme, mon 1200, 1500 heures, puis après, ben on verra. Ils vont être beaucoup plus préoccupés par toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la formation. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que OK. Vous me le dites si je suis dans le champ. Là. Moi, c'est de la lecture. J'ai fait mon intellectuel, là, donc je ne l'ai pas vécu personnellement. Au-delà des élèves, ben, il y a les enseignants. Vous avez une insertion professionnelle très difficile. OK? Vous avez aussi dans certains milieux des climats de travail teintés de clivage, c'est-à-dire que des fois, il y a les vieux enseignants, les nouveaux arrivent, il n'y a pas beaucoup d'aide qui se fait d'un enseignant à l'autre, ou des problèmes avec la direction aussi, manque de ressources professionnelles. Donc ça, c'est un petit peu partout dans tous les ordres d'enseignement. Puis, manque d'outils d'accompagnement des élèves, la complexité et la lourdeur de la tâche. Mais qu'est-ce qui est vraiment particulier pour les enseignants de formation professionnelle? C'est vraiment le contexte où vous étiez, vous, un professionnel, vous aviez un métier avant, pour la plupart des enseignants, et que là, ben, vous dites, ben moi, j'aimerais ça enseigner à des futurs plombiers, des futures coiffeuses. Donc, tous ces métiers-là, puis là, vous devez enseigner, mais en même temps, vous êtes des étudiants universitaires. Et ça, je ne vois pas ça nulle part autre. Je suis en formation initiale des maîtres, j'enseigne à des enseignants du primaire, des enseignants du secondaire, mais quand ils arrivent dans ma classe, souvent, ils n'ont pas eu de métier avant. Ils n'ont pas d'identité professionnelle vraiment forgée. Ou ben, ils ont été techniciennes, mettons, en garderie pour le primaire, puis ils arrivent pour le baccalauréat, ils arrivent avec une expérience, mais ils sont étudiants. Ils ne doivent pas enseigner en même temps. Vous faites tout ça. Donc, moi, comme spécialiste de l'identité professionnelle, je me dis, oh, là, il y a vraiment une grosse complexité qui s'ajoute à comparer à des enseignants qui vont être en formation initiale. Puis la formation universitaire, bien qu'on tente de faire tout pour vous accommoder, des fois c'est complexe. C'est vraiment complexe, puis c'est comme une goutte qui fait des fois déborder le vase à travers tout ce que vous avez à faire dans votre journée d'enseignant aux professionnels. Donc, ici, ben, c'est la formation universitaire, les fabuleuses 12 compétences qu'on veut que vous maîtrisiez. Vous avez un seuil minimum, un seuil, comment je pourrais dire, pour être compétent, puis pour réussir à avoir votre diplôme. Et ça ne se fait pas sans heurts, bien entendu. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, ça va être un petit peu de formation universitaire, puis on va essayer aussi de s'alimenter de nos expériences, mais je vais vraiment focuser sur l'identité professionnelle, qui est l'une des compétences que vous devez maîtriser. Donc, c'est un petit peu là que ça se situe. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le développement professionnel, il y a 6 facettes pour l'enseignant. Fait que vous étiez dans un métier avant et vous étiez probablement un spécialiste de votre métier, vous connaissiez ça, ça roulait, ça marchait. Quand vous arrivez comme enseignant, vous avez comme une profession à apprendre. Il y a des choses qui vont être comme un peu similaires à ce que vous pensiez. Donc, vous aviez des représentations qui étaient quand même assez réalistes de ce que vous deviez faire, effectuer comme métier, comme intervention envers les élèves. Mais il y a des choses que je suis sûre que vous n'aviez pas envisagées. Et ici, ben, dans le fond, ça explique que vous devez, comme enseignant, vous développer professionnellement. Donc, l'identité professionnelle, c'est de se développer professionnellement. Et il y a 6 facettes. Donc, vous avez la dimension personnelle. C'est-à-dire que vous, là, vous allez toujours être confronté à des remises en question, là. Parce que vous, ça marchait quand vous étiez là, dans votre métier, ça roulait, vous saviez comment ça marchait, vous n'aviez pas de questions à vous poser. Là, vous êtes en constante remise en question. Parce que peut-être qu'au départ, ben, vous dites, ben, moi, je vais enseigner ce que je sais de mon métier, puis les élèves, ben, ils vont faire des évaluations, puis ils vont faire comme moi, ils vont évoluer dans le métier. Mais là, vous voyez que ce n'est pas ça du tout, là, le mandat qu'on s'attend de vous. Donc, la dimension personnelle, c'est vraiment de travailler au niveau de vos représentations, être capable de vous sentir bien dans la profession malgré la complexité. Vous avez la dimension organisationnelle et institutionnelle. Ben, veut pas vous évoluer dans une école ou dans un centre de formation. Puis, il y a plein de trucs qui, tu sais, au niveau de l'organisation, les absences, les listes, tu sais, tout ce qui est administratif, là, tout ce qu'un enseignant trouve que c'est trop là, dans la tâche, là, bien ça, vous devez quand même conformer à ça, puis vous devez évoluer à travers ça. Vous avez la dimension collective, où est-ce que là, vous êtes confronté à travailler en équipe ou travailler en collaboration avec d'autres personnes.
Puis des fois, ben, il y a des heurts là-dedans. C'est pas super facile. Il y a certains métiers qu'on travaille avec plusieurs personnes, puis il y a certains métiers qu'on travaille seul. Donc, il y a comme une certaine adaptation à faire. Vous avez la dimension critique et réflexive. On vous demande de réfléchir sur ce que vous faites à l'université. Puis à l'université, on est très, très, très achalant avec ça, de dire, bien là, réfléchissez, là, dans cette situation-là. Puis, bien, l'approche réflexive, puis la critique, ça s'apprend. Vous arrivez, puis vous, ben, peut-être que, tu sais, quand vous étiez plombier, par exemple, ben, oui, vous êtes quelqu'un qui peut réfléchir, c'est pas ça que je veux dire, mais là, on vous demande d'aller gratter là, plus loin, approfondir. Vous dites, ben là, à quoi ça sert tout ça? Tu sais, moi, je veux juste comme enseigner comment faire, là. Bon. Donc, l'université vous contraint à aller au-delà de ça. La dimension disciplinaire, ça, vous arrivez quand même assez fort. Parce que vous avez effectué ce métier-là pendant des années, mais ça fait partie de votre profession. Mais d'un autre côté, c'est là que je pense que vous vous sentez le plus, comment je pourrais dire, compétent, parce que vous l'avez fait depuis des années. La dimension pédagogique, c'est que là, vous avez à apprendre, à enseigner. Donc, c'est l'acte d'enseigner. Puis, c'est pas toujours facile. On pense qu'enseigner, ben gars, fais ça, puis ça va marcher. Mais il y a des gens qui vont être comme, ben non, je comprends pas. Puis là, ben, il faut trouver des façons de réussir à ce que les gens comprennent le mieux qu'on peut. Puis là, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, la pédagogie qu'on vous enseigne, souvent à l'université, c'est pour vous aider à trouver des moyens d'enseigner à ces personnes-là, puis aussi bien, ces élèves-là, puis aussi trouver des moyens de favoriser leur apprentissage. Mais à favoriser l'apprentissage, c'est difficile, c'est quelque chose de difficile. Moi, je travaille avec mon collègue Stéphane Martineau sur le développement d'identité professionnelle positive. Parce que ce que je viens de vous dire là, des fois, c'est pas super positif, parce que vous êtes toujours en remise en question, vous évoluez dans des milieux des fois difficiles, des élèves difficiles, et là, ben, des fois, il faut s'arrêter et dire, ben là, moi, je fais ça pourquoi, puis qu'est-ce qui me motive, puis qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer à faire ça, parce qu'il y en a gros que dans leur métier, ils étaient très heureux là, avant d'être enseignant là, en formation professionnelle. Je ne pense pas que tous les gens qui enseignent en formation professionnelle se sont dit « Ah ben là, je suis tannée, moi, d'exercer mon métier, puis je veux devenir enseignant là, pour fuir la réalité. » C'est pas ça qui est arrivé, là. OK? Ben, je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un qui s'est arrivé, là? Oui! Ah, infirmière, ça, vous ne faites pas partie de ça. C'est facile, ça, infirmière. Je voyais une caricature dans les médias il y a quelques temps, c'était vraiment drôle. On voyait des étudiantes en enseignement qui disaient « Ah, ben moi, j'abandonne l'enseignement, je m'en vais infirmière. » Puis j'étais comme « C'est tellement drôle. » En tout cas, bref. Donc, on travaille sur le fait de réussir à devenir des enseignants qui, malgré la complexité, puis je sais que des fois, c'est pas rose, je ne suis pas là pour vous dire là, que tout est beau, puis que, tu sais, bon. Mais essayez de voir comment on peut percevoir notre métier, mais plus de façon positive, puis essayer de faire en sorte que le biais de la négativité soit moins là. Et ça, je pense que c'est un gros travail de longue haleine personnel qui a rapport avec notre identité. C'est identitaire. Donc, nous, on dit qu'apprendre à enseigner, c'est bien entendu apprendre à maîtriser des compétences et des savoirs. Okay? Donc, on va à l'université, on maîtrise des compétences et des savoirs. Mais étant donné que la complexité de l'enseignement, c'est bien plus que cela, apprendre à enseigner, c'est aussi apprendre à être enseignant. Okay? Et affronter avec aplomb les problèmes spécifiques à cette profession. Donc, on a beau dire, ben moi, dans la vie, j'avais un métier, là, maintenant, j'enseigne aux professionnels, mais il faut apprendre à être un enseignant. Puis des fois, il y a des grosses confrontations entre les représentations qu'on a comme professionnels d'un métier distinct. Puis là, quand on arrive pour être enseignant, on apprend une autre profession, là, c'est pas nécessairement pareil. Okay? Donc, on se demande comment apprendre à être enseignant. Comment on apprend à être enseignant, selon vous? Sur le tas. Ben oui. Effet, erreur, essai, réussite, c'est ça. Surtout en formation professionnelle. Parce que, comme je vous dis, vous avez votre chapeau d'enseignant, débutant, puis vous êtes en train de faire un bac, mais la conciliation de tout ça, c'est pas toujours simple. Donc, vous avez la compétence 11, puis vous avez les composantes, puis le niveau de maîtrise attendu. Moi,
ce que je veux exploiter aujourd'hui avec vous, c'est réfléchir sur sa pratique et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. Donc, on va essayer de réfléchir au bien-être en enseignement. Comment on peut être bien malgré tout ce que je viens de vous énoncer par rapport à la réalité que vous avez à vivre au jour le jour, au quotidien. L'identité professionnelle, pour faire ça vite, là, je ne lirai pas mes diapos toujours, pour bien comprendre, c'est que l'identité professionnelle, c'est que c'est dans le fond ce que l'enseignant élabore, c'est la représentation. Donc, une représentation, c'est ce qu'on pense et on élabore ça. Donc, on élabore une représentation de nous-mêmes comme personne. Vous, vous étiez quelqu'un d'autre là avant d'être enseignant en formation professionnelle et je vous le souhaite. Et vous avez aussi la représentation que vous avez à élaborer comme enseignant en formation. Donc, vous avez vos années d'expérience dans votre métier, puis vous avez aussi ce que vous avez à construire comme professionnel en enseignement, comment on est enseignant. Donc, vous avez que la partie personnelle des représentations, vous avez la partie sociale. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? OK? Je vais vous montrer un petit. Et là, ce que vous avez à faire, c'est de négocier entre ce que vous êtes comme personne puis ce que le milieu vous demande d'être. Et des fois, ben, il y a des cohérences, puis des fois, il n'y a pas de cohérence. Ça ne marche pas. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand on se développe professionnellement, vous avez d'un côté l'identité personnelle, c'est moi comme personne. C'est vos valeurs, vos croyances, vos buts, vos aspirations que vous avez dans la vie là, de tous les jours. Là, OK? Et bien, c'est aussi les représentations que vous avez par rapport à l'enseignement, puis ça génère des conflits intérieurs parce que vous avez un système de valeurs. Quand vous arrivez, là, mettons, comme enseignant en FP, dans l'entreprise où vous êtes, l'entreprise, c'est pas une entreprise, là, mais dans l'école où vous êtes, il y a un autre système de valeurs. Là, des fois, ça vous confronte. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qui se passe. Vous n'avez pas nécessairement toujours la même idée qu'un collègue par rapport à l'enseignement de quelque chose. Vous êtes en conflit de valeurs avec les étudiants, hein, les élèves, quand ils arrivent avec des drôles d'histoires à bracadabrante ou qui arrivent en retard, là, ça heurte vos valeurs parce que vous dites, ça se fait pas arriver en retard. Donc, voyez que vous avez, vos représentations personnelles de ce que devrait être un enseignant, puis vous avez les représentations professionnelles de la profession en tant que telle. Comment on va évoluer dans ce milieu-là? Ça, c'est le processus d'identité professionnelle. Donc, l'image est là. Ah oui, l'image est là. Oui, elle est là. Donc, vous avez d'une certaine façon, vous, qui est la réalité, puis vous avez d'un côté vos représentations, c'est quand vous regardez dans le miroir. OK? Quand vous regardez dans le miroir, votre représentation de vous-même est comment? Hein? Moi, il y a des matins là, que je ne mettrais pas une photo Facebook de ma face. Tu sais, je me dirais, OK, ça ne va pas bien aujourd'hui. Tu sais, on se parle quand on se regarde dans le miroir. On a une représentation de nous-mêmes. Puis ce qui est drôle, c'est que notre représentation de nous-mêmes n'est sûrement pas la représentation de votre conjoint ou d'un ami. Parce que si vous lui demandez, des fois, vous allez arriver, il va vous dire, hey, t'as l'air tombé en forme aujourd'hui. Tout te regardant dans le miroir le matin, vous dites, ben voyons donc, j'ai l'air de n'importe quoi, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous voyez, donc, les représentations qu'on a ne sont pas nécessairement les représentations que les autres ont de nous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc, vous avez la réalité, donc souvent la perception des autres. Puis, vous avez vos représentations à vous autres, vos croyances, votre subjectivité, vos idéaux. Puis, écoutez, l'identité professionnelle, comment ça se construit, puis là, je vais aller vite là-dessus, là, c'est très théorique, c'est que vous avez vos représentations individuelles, vous arrivez dans le milieu de travail, là, c'est les représentations collectives, puis là, vous revenez avec ça. Mais vous allez être mis en question souvent par rapport à ce que vous pensez comme personne, puis qu'est-ce qui se passe dans le milieu. C'est là qu'il y a des conflits qui émergent, c'est là que c'est difficile à gérer, qu'il y a des choses négatives qui se passent. Puis, il y a les besoins des enseignants versus ceux des élèves. Les enseignants sont toujours centrés sur l'élève. Ça, c'est dans tous les ordres d'enseignement. Sauf que souvent, l'enseignant devrait penser sur ce qu'il est, sur lui-même, pour réussir à se construire une identité professionnelle qui va faire en sorte qu'ils vont être capables d'envisager la complexité puis de se sentir bien là-dedans pareil. On est toujours comme, on pense à nos étudiants, on pense à nos élèves. Bon, mais à un moment donné, ça peut nous rendre malades si on n'est pas capable de vraiment penser à ce qu'on veut, nous. Qu'est-ce qu'on veut être comme enseignant? Comment on veut être? OK? Puis, développer notre autonomie professionnelle. Donc,
Devant toute cette complexité-là, il existe-t-il des enseignants qui ressentent du bien-être? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ressentent du bien-être dans l'enseignement? Hey, ça c'est le fun, j'aime ça! Vous autres, je vous aime. OK, donc, comment on réussit à développer du bien-être en enseignement malgré tout ça? C'est quoi vos trucs, vos façons de faire, vos façons d'envisager, vos croyances? Oui? OK, donc, on arrête de se culpabiliser sur les échecs des élèves. OK. Donc, vous, dans votre système de valeurs au départ, c'est que vous alliez comme enseignante, mais vous vouliez que tout le monde réussisse. Ça vous mettait de la pression qu'il y ait des étudiants qui ne réussissent pas. C'est ça? OK. Donc, pour les gens qui ne sont pas dans la salle, ce que la dame, pour résumer rapidement, c'est qu'elle se sentait, elle pensait que c'était juste elle, puis là, vous me direz si c'est ça, qui était comme l'élément qui allait faire en sorte que les élèves réussissent ou pas. Maintenant, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous n'êtes pas la seule dans la relation d'apprentissage que vous avez avec vos étudiants ou vos élèves? Qui doit travailler, dans le fond. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez changé votre idée de ça? Vous avez été soutenu par vos collègues, par la direction. Je répète pour les gens qui ne sont pas là. Continuez, continuez. Donc, vous avez, dans le fond, vous avez été aidé par la directrice, par les collègues, par la formation que vous avez à l'université. Mais ce qu'on se rend compte dans ce que vous dites, c'est que vous avez entamé une autoréflexion de vous-même. Vous êtes remis en question pour essayer de changer ça parce que cet élément-là était négatif pour vous. Vous vous sentiez pas bien dans cette situation-là. Donc, la notion de contrôle. Qu'est-ce qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est très important comme enseignant. Parce que le contrôle, on veut que tout fonctionne comme on l'a décidé comme enseignant, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe pour vrai dans la réalité. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? On va aller rapidement juste pour avoir une idée. Non? Oui? 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 OK, donc ça, c'est bien aussi. On se rappelle, comme enseignant, qu'est-ce qui nous a amené à devenir, dans le fond, on avait notre métier, à devenir des enseignants. OK, donc ça peut nous aider aussi. Donc, je suis contente de voir qu'au niveau du bien-être en enseignement, il y a quand même des personnes qui en ressentent. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le bien-être. OK? Donc, il y a des petits repères conceptuels, je vais aller très vite, juste pour vous situer les choses. Moi, je travaille dans le champ de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est pas se dire, ben là, on se met des lunettes roses puis la vie est belle. C'est pas ça du tout. C'est qu'on se rend compte qu'au niveau de la psychologie, on a beaucoup travaillé sur le curatif. Donc, on voyait qu'il y avait des individus qui avaient des difficultés au niveau psychologique. Ben là, on trouvait des solutions pour améliorer la vie de ces individus-là. Mais on s'est rendu compte qu'on ne s'attardait pas aux gens qui allaient bien. Mais pourtant, les mécanismes qui font en sorte que les gens vont bien pourraient peut-être aider éventuellement aux gens qui ne vont pas bien dans la vie. Donc, la psychologie positive, je trouve qu'elle est mal nommée parce qu'on pourrait dire la psychologie du bien-être optimal. Bien, ce que ça fait, c'est que ça étudie les processus qui font en sorte que les gens sont bien. Et ces processus-là, bien, ça vient comme un peu rétablir un certain équilibre pour dire, ben dans la vie, il y a des moments où est-ce que ça va pas bien, puis il y a des moments qui ça va bien. Donc, on essaie de rétablir un équilibre entre ce qui va pas bien et ce qui va bien au niveau psychologique. Donc, ces études-là ben, vont s'attarder
aux aspects positifs de l'individu. Parce que la psychologie générale, normale, s'est intéressée beaucoup plus aux aspects négatifs. Donc, on essaie d'essayer de trouver qu'est-ce qui va bien dans la vie, puis comment on peut développer des compétences psychologiques par rapport à ce qui se passe. Donc, l'objectif des chercheurs comme moi, c'est d'essayer de comprendre et de trouver des outils pour que les personnes, de façon générale, puissent ressentir du bien-être. Puis moi, je m'intéresse beaucoup plus aux enseignants parce que l'enseignement est une source de mal-être pour beaucoup de personnes, malheureusement. Et pourtant, l'enseignement, c'est une des professions qui est les plus importantes au monde, je crois, selon moi, parce que c'est par là que tout le monde passe par l'école. Donc, si on réussit à être positif à l'école, dans n'importe quel ordre d'enseignement, je crois qu'on va réussir à construire une belle société. Mais si on y va toujours dans la négativité, c'est un petit peu plus difficile. Donc, le bien-être, ça a été élaboré par plusieurs chercheurs. Ils ont fait des cadres théoriques, mais le cadre théorique de Seligman nous permet d'avoir une idée des éléments du bien-être, si on veut. Okay? Donc, Seligman, lui, s'est dit, le bien-être, ça se construit à partir du concept de prospérité. Puis, ça se définit par l'atteinte d'un niveau optimal de fonctionnement d'individu qui se traduit par la bonté, la pérennité, la croissance personnelle et la résilience. Donc, ça, c'est des éléments quand même assez capitaux quand on exerce le métier enseignant, bien entendu. Donc, les éléments du bien-être, selon Seligman, c'est qu'il y en a 6. Moi, je vais vous en parler de 5 parce que dans ma recherche doctorale, c'est sur 5 que je me suis penchée parce que le 6e, il n'était pas comme sorti. Moi, j'ai fait ma recherche, je l'ai terminée en 2014, puis là, le 6e est sorti en 2015. Donc, je n'ai pas évalué ça. Mais pour ressentir du bien-être dans la vie, tout individu doit ressentir des émotions positives. Okay? Donc, les émotions positives, c'est vraiment important. Puis ça, vous pouvez penser à vous, mais vous pouvez penser à vos étudiants. Vous pouvez penser aux gens qui vous entourent aussi. C'est vraiment universel comme théorie, ce n'est pas juste associé aux enseignants. Donc, il y a des gens qui ressentent bien-être quand ils ont des émotions positives. Souvent, ces émotions-là, ça peut être des émotions de courte durée, mais ça peut être aussi des émotions qui vont perpétuer dans le temps. Il y a l'engagement aussi. L'engagement, ça fait référence à une théorie qui s'appelle le flow. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est Csikszentmihalyi qui a sorti cette théorie-là. Le flow, ça, c'est probablement que vous l'avez peut-être déjà ressenti un jour dans votre vie. C'est un sentiment où vous faites quelque chose que vous êtes passionné et que quand vous faites le truc que vous aimez, tout le monde a une passion peut-être ou pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passionnés dans la vie, puis c'est parfait, ils sont bien quand même. Puis vous êtes en train de faire ça et on dirait que vous oubliez le temps, vous oubliez l'espace, vous êtes vraiment concentré à la tâche. Puis quand vous avez terminé, là, à ce moment-là, vous ressentez vraiment un sentiment de bien-être par rapport à ce que vous avez exécuté. On appelle ça le flow. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans la vie, peut-être que vous avez une passion, un sport. On voit ça chez les sportifs, on voit ça chez les collectionneurs de timbres. Vous faites quelque chose qui vous intéresse. Et c'est vraiment un beau sentiment, mais on ressent le bien-être juste à la fin. Vous avez les relations positives. Donc, il y a des gens qui carburent aux relations positives. C'est des bébites sociales, comme je pourrais appeler. C'est des gens qui vont vraiment être malheureux seuls, mais qui savent que quand ils sont ensemble avec des gens qui aiment, là, ça va bien. Donc, ils ressentent un sentiment de bien-être. Vous avez le sens. Le sens est un élément du bien-être capital. Puis, il y a des gens que pour eux, il faut que la vie ait un sens. Il y a des gens que non. Il y en a que c'est comme born to be wild, puis c'est un jour à la fois. Il y en a d'autres qui vont être plus réflexifs, puis ils vont vouloir essayer de comprendre les éléments qui les rendent heureux, si on veut. Donc, l'individu, il se définit par ses valeurs, les valeurs qu'il prône, en fait, qu'il cultive en cohérence avec ses dernières. Donc, toutes les valeurs qu'il fait, ça guide ses actions. Les enseignants qui trouvent que le sens est un élément de bien-être vont toujours essayer de faire des actions en cohérence avec leurs valeurs. Et là, des fois, ces valeurs-là sont en incohérence avec le milieu dans lequel ils évoluent. Donc, on voit des fois des sentiments de mal-être. Vous avez l'accomplissement. Il y a des gens qui aiment ça s'accomplir. Hein, ils ont des objectifs. Puis là, ils veulent escalader le Kilimandjaro, puis ils vont faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, même si le parcours est difficile, ils vont y arriver. C'est l'accomplissement. Puis la vitalité, c'est que de plus en plus, on se rend compte qu'il ne faut pas seulement essayer de cultiver le bien-être au niveau psychologique, il faut aussi le cultiver de façon physique. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut bien s'alimenter, il faut se reposer, il faut vraiment faire en sorte que, comme individu, on réussisse à trouver un équilibre de vie
où on est en harmonie entre ce qui se passe au niveau psychologique et au niveau physique. Donc, ça, c'est les éléments du bien-être. À travers les éléments du bien-être, il y a les forces de caractère. Les forces de caractère, ils aident à construire le bien-être. Ça, c'est des traits de personnalité positifs que tout le monde a, qui sont différents, bien entendu, mais qui vont aider à élaborer le sentiment de bien-être. OK? Donc, c'est sûr que dans toutes les études en psychologie, on va voir les traits de personnalité. Il y en a des négatifs, il y en a des positifs. Nous, on va vraiment cibler les positifs. Donc, c'est propre à la personnalité de chacun. Mais les forces de caractère, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les développer si on en prend conscience. C'est-à-dire que, vous allez voir, ben, les forces de caractère, je vais vous montrer déjà les forces de caractère pour vous les expliquer. Peterson et Seligman, qui sont des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils ont dit qu'il y avait 24 forces universelles. Okay? Donc, des traits positifs de la personnalité universelle à travers le monde. Ils ont fait des études longitudinales. Et ils en sont venus à ces 24 forces de caractère-là qui ont regroupé en 6 familles. Okay? Je vais vous donner des idées. Pendant que je vous les nomme, essayez de voir lesquelles que vous auriez comme personne. Okay? Ça peut être intéressant. Donc, il y a des forces de caractère ou des traits de personnalité qui sont associés à la connaissance et à la sagesse. Donc, vous avez la créativité, l'ingéniosité, l'originalité, curiosité, intérêt accordé au monde, l'amour de l'étude, de l'apprentissage, le discernement, pensée critique, ouverture d'esprit, perspective. Donc, vous voyez que ça, c'est associé vraiment aux connaissances et tout ça. Vous avez le courage. Donc, il y a des gens qui sont honnêtes, intègres, sincères. Le courage, la vaillance, l'assiduité, l'application, la persévérance. Vous avez la joie de vivre, l'enthousiasme, la vigueur, l'énergie. Donc, ça, c'est d'autres forces de caractère que les gens peuvent avoir. Ensuite, vous avez l'humanité. L'humanité, c'est la gentillesse et la générosité. Donc, l'altruisme. Vous avez la capacité d'aimer et d'être aimé. Ça veut dire essayer d'établir des liens avec les gens. Ensuite, l'intelligence sociale. Donc, être capable d'évoluer dans la société de belle façon. Vous avez la justice. Il y a des gens qui ont vraiment un sentiment de citoyenneté, travail d'équipe, fidélité, leadership, impartialité, équité. Donc, vous voyez que c'est tous des forces de caractère qui peuvent caractériser certaines personnes comme vous ou comme les gens qui vous entourent. La tempérance, vous avez le pardon, la modestie, l'humilité, la précaution, prudence, maîtrise de soi, autoréflexion. Ensuite, pour terminer, vous avez celles qui ont rapport avec la transcendance, c'est l'espoir, l'optimisme, l'anticipation, l'humour, l'enjouement, la gratitude, la reconnaissance de la beauté, la spiritualité. Donc, vous voyez que c'est sûr qu'il y a sûrement quelque chose dans tout ça qui vous appartient. Hein? Mais souvent, quand on vous demande, puis tu sais, bon, comment vous décrire, on a plus de facilité à dire qu'est-ce qu'on a de la difficulté que de dire nos forces. Parce que là, si on dit qu'on est bon, ben là, on trouve que les gens vont percevoir qu'on souffre de fausse modestie, en fait. Donc, quelles sont les forces de caractère incontournables en enseignement, selon vous? Je vais retourner. L'humanité, OK. Donc, dans la famille de l'humanité, vous croyez que les forces de caractère de l'humanité sont quand même assez importantes et rattachées au bien-être des enseignants. OK. Le courage. Donc, le courage pourrait être une force de caractère, hein, parce qu'il faut avoir du courage pour partir de notre métier, puis de se retrouver dans le milieu scolaire avec des élèves qu'on n'est pas toujours là sur la même longueur d'onde ou un nouveau milieu. J'ai vu une main de levée. Oui? Oui, oui. Le sentiment de compétence, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau de l'enseignement. Ça génère du bien-être puis de la motivation. Quand on sent compétent, on sent qu'on est capable d'effectuer les choses qu'on fait. Donc, si vous êtes un enseignant et que vous sentez que vous n'êtes pas compétent dans ce que vous faites, c'est sûr que vous n'alimenterez pas votre bien-être. Vous, je trouve que la force que vous avez en formation professionnelle, c'est que vous avez déjà un beau bagage de connaissances qui est relié à votre métier d'origine. Et ça, c'est précieux parce qu'en formation initiale,
C'est rare qu'on retrouve des étudiants qui vont déjà avoir un bagage de connaissances en éducation, par contre. Donc, ça, je pense que vous devez miser là-dessus, vraiment. Puis ça va vous aider à innover beaucoup parce que vous connaissez tellement les sujets que vous avez traités toute votre vie dans votre métier que quand vous arrivez en situation pédagogique, ça va être facile peut-être de penser à d'autres façons d'enseigner, à faire comprendre aux élèves des choses. Comprenez? Donc, est-ce que, comment on pourrait utiliser ça en contexte d'enseignement, ces forces de caractère-là? Parce que vous en avez, mais vos étudiants aussi, il y en ont. Hein? Puis ce qui est dommage un petit peu dans notre système, c'est que on y va beaucoup dans une approche où on va aller par déficit. On ne va pas dans une approche par les forces. Autrement dit, les élèves qui arrivent dans vos formations, bien, on va dire, qu'est-ce que tu n'as pas pour devenir, par exemple, donnez-moi un métier, là, parce que je ne veux pas tout le temps donner les mêmes exemples. Là. Un métier, monteur de ligne, OK? Fait que là, on va dire, bon, toi, là, tu es monteur de ligne, tu veux devenir monteur de ligne, OK? Maintenant, ben, qu'est-ce qui te manque pour ça? Beaucoup de choses. Moi, j'ai de la misère à imaginer comment on peut apprendre ça. Tu sais, je les vois, mais je ne sais pas comment on peut y parvenir. D'ailleurs, j'aurais peur parce que j'aime pas beaucoup les hauteurs. Mais bon, mais là, on va dire, ben, qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Quand, comme pédagogue, on pourra dire, c'est quoi tes forces? Tu arrives avec des forces, là. Qu'est-ce que ces forces pourraient, comment elles pourraient contribuer à ta formation, ces forces-là? Hein? Fait ça, on voit, je ne sais pas moi, une jeune fille super athlétique, elle veut être monteur de ligne, ben c'est déjà une force qu'elle a. Parce qu'elle va être en forme. Donc, on peut miser là-dessus, tu sais, puis dire, hey, tu vas être bonne, là. Bon, déjà, juste faire dire qu'on est bon, ça motive un peu, tu sais. Donc, nos formations, que ce soit dans n'importe quel ordre d'enseignement, souvent, on va y aller par l'approche par déficit. On dit, ah, t'es pas bon, comment tu vas faire pour être bon? Oui, mais si on dit que tu as des choses déjà, comment tu vas faire pour réussir à développer tes compétences? Vous voyez qu'on change la vapeur d'un autre côté. On y va plus de façon positive. Moi, j'ai travaillé sur le bien-être en enseignement. J'ai répertorié un petit peu, puis ça, je vais aller quand même assez vite. Qu'est-ce qui, chez les enseignants du primaire et du secondaire, bon, je le sais, je ne l'ai pas fait avec des enseignants de formation professionnelle, mais idéalement, j'aimerais peut-être ça travailler là-dessus. Mais de façon générale, on se rend compte que le sens est l'élément du bien-être des enseignants qui est le plus saillant. Les enseignants ont besoin de se faire un sens de ce qu'ils font, un sens du métier. Pourquoi vous faites ça, enseignant, en FP? Parce que vous pourriez faire votre métier, un point, c'est tout, puis avoir beaucoup moins de problèmes. Donc, il faut faire en sorte qu'on ait un sens. Quand vous disiez tantôt, ben moi, je pense pourquoi j'ai décidé d'être enseignante en FP, bien ça a rapport avec le sens que vous faites de la profession enseignante. Donc, ça, il faut construire ça vraiment. Ce sens-là, il s'élabore par rapport à des émotions positives que vous pouvez vivre dans votre milieu de travail. Donc, comme enseignant, là, essayez de focusser sur les cerises dans votre milieu de travail, les belles choses, les émotions positives. Ça va vous donner des fois des éléments de motivation quand ça va aller plus mal. Mais aussi les relations positives. Puis ça, c'est dur des fois dans certains milieux. Mais si vous êtes capable de vous trouver des alliés dans vos équipes de travail, ça va être beaucoup moins difficile parce que vous pouvez partager avec ces gens-là. La solitude, c'est vraiment quelque chose qui nous conduit vers le mal-être souvent parce qu'on ne peut pas partager. Puis on ne peut pas comme se sentir compétent parce que des fois, les collègues vont être bienveillants envers nous parce que nous, on ne l'est pas. On dit, ah, t'es donc bien bon quand tu fais ça. Comment tu fais ça? Quand tu enseignes ça, c'est quoi? Puis si vous faites un partage mutuel, là, je ne dis pas, tu sais, des fois, il y a des mouettes dans le milieu de travail qui viennent chercher ce que vous faites, puis ils ne veulent pas vraiment partager avec vous, mais quand on est dans une belle situation de partage avec les collègues, ça va beaucoup alimenter le sens que vous faites du métier. Dans les forces de caractère qui sont ressorties, et là, ici, c'est dans la recherche, mais on ne peut pas généraliser, là. Ça ne veut pas dire que les enseignants qui n'ont pas ça ne sont pas des bons enseignants ou ne ressentent pas de bien-être. Parce que je crois que tout individu est unique, puis tout individu va développer les forces de caractère qu'il a envie de développer en fonction de ses contextes. Mais qu'est-ce qui est ressorti le plus? C'est que c'est la persévérance, la bienveillance, l'amour. Donc, l'amour, c'est le lien réciproque avec les élèves, la créativité, puis l'autorégulation qui vont être des forces de caractère qui vont alimenter le bien-être. Parce que si
vous êtes un enseignant qui va vraiment s'auto-réguler, c'est-à-dire que vous vivez des situations, vous réfléchissez, puis vous essayez de modifier ce que vous faites pour améliorer davantage vos enseignements, ça va être motivant pour vous, vous allez trouver du sens, puis vous allez vous sentir bien dans votre situation. La créativité, il y en a qui sont créatifs. Donc, la créativité, ça va alimenter votre bien-être. La bienveillance, la plupart des enseignants que je connais sont bienveillants. C'est des gens qui veulent aider les autres. Vous n'êtes pas en FP parce que vous voulez pas, que vous voulez avoir le meilleur salaire de la Terre. Là, on s'entend que vous ne gagnez pas des millions. Là, vous n'êtes pas là pour le salaire. Vous êtes là parce que vous voulez aider la future génération dans votre métier, peut-être. OK? Donc, vous êtes là pour partager, pour accompagner. Donc, ça génère du bien-être. Donc, ça, je vais passer vite là-dessus, mais moi, je fais des recherches aussi sur les enseignants novices en enseignement. Donc, vous êtes en insertion professionnelle, en étant enseignant. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'insertion professionnelle, puis voir comment on peut développer le sentiment de bien-être quand on arrive dans la profession enseignante. Donc, ça pourrait peut-être vous regarder. On s'est rendu compte que plus qu'on fait des ateliers de formation sur les forces de caractère, parce que j'en donne des ateliers de formation, puis qu'on prend connaissance de nos propres forces de caractère, ça nous aide à avoir des émotions positives, de la satisfaction au travail. Ça nous aide aussi à avoir du bien-être dans l'exécution de nos tâches quotidiennes. Puis, le développement professionnel et l'identité professionnelle, on se rend compte que quand on privilégie le bien-être comme enseignant, ça nous aide à avoir des approches pédagogiques qui vont être bienveillantes envers les élèves. Donc, il ne faut pas juste être focusé sur la tâche parce que vous avez un programme à donner, là. Vous avez des choses à enseigner. Ça, on ne le met pas de côté. Mais juste avoir une attitude bienveillante, d'écoute avec les élèves et tout ça, ça fait en sorte qu'on a une approche pédagogique qui est moins de genre, c'est ça que tu as à faire pour réussir l'examen. Puis là, vous établissez un lien de confiance avec la personne, avec les élèves. Puis là, à ce moment-là, les élèves vont être peut-être plus prompts à venir s'asseoir dans votre classe, à avoir peut-être un meilleur comportement, une meilleure attitude envers vous, parce que des fois, les attitudes des élèves ne sont pas nécessairement toujours positives à votre égard, on s'entend. Et vous êtes capable de développer une relation pédagogique positive. Donc, c'est vraiment de voir comment vous pouvez regarder l'élève, non pas comme quelqu'un qui vient chercher des savoirs, des connaissances pour le métier, mais le regarder comme un être humain avant tout. Des fois, ça aide ça. Des fois, là, je ne dis pas de façon générale. Puis, développer l'identité professionnelle, c'est vraiment que la formation, ça je vous l'ai dit, la formation universitaire, elle focus beaucoup plus sur les déficits. Pour développer une identité professionnelle positive, il faut travailler sur ces représentations de soi en mettant de l'emphase sur nos forces. Posez-vous la question, vous êtes bon dans quoi, dans ce que vous faites quand vous êtes enseignant? Parce que si je vous le demande, dans votre ancien métier ou votre métier actuel, vous êtes capable de sortir des forces, vous savez là, que vous êtes bon dans certaines situations. Mais comme enseignant, vous êtes en insertion professionnelle, dans quoi vous êtes bon? Si vous ne trouvez rien, forcez-vous. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais on va plus focuser sur le négatif souvent. Puis, il faut se construire une représentation positive de soi. Ça, c'est un travail perpétuel que tout enseignant doit avoir. Oui, je fais des erreurs. Oui, des fois, vous n'avez pas été vraiment à votre meilleur une journée pour enseigner quelque chose. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas là, l'histoire là, de votre vie là, que si vous manquez. Pas là, l'histoire là, de votre vie là, que si vous manquez, mettons, une journée que ça va pas bien, ou une journée que vous n'êtes pas pris de la bonne façon, ou vous avez peut-être mal interagi avec des étudiants, puis après, vous vous sentez coupable. Il faut être bienveillant envers soi. Parce que c'est comme ça que vous faites vos apprentissages. Donc, il faut réfléchir sur son expérience, sur le sens que vous accordez aussi à certaines situations. Des fois, il y a des situations qui vont vous paraître vraiment insensées. Puis là, vous avez à naviguer, puis prendre des décisions, puis des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais dites-vous toujours que, essayez de voir les solutions positives au bout de ça, malgré les difficultés. Puis les remises en question, l'auto-réflexion, l'auto-régulation, vis-à-vis les savoirs théoriques jumelés à l'expérience, ça va permettre de construire un enseignant résilient. Ça, c'est sûr. Donc, le bien-être en enseignement et les impacts sur les élèves, ça a vraiment une incidence.
Si on a des enseignants, que ce soit en formation professionnelle, dans n'importe quel ordre d'enseignement, qui sont bien, bien c'est assez évident qu'au niveau de l'enseignement, ça va se répercuter sur l'apprentissage des élèves. Donc, vous êtes le capitaine du bateau. Si le capitaine, là, il va pas bien, là, ben, le bateau, il va aller tout croche. Hein? Donc, à ce moment-là, il faut quand même que vous trouviez des moyens comme enseignant de vous sentir bien. Oui? Ben, si vous connaissez M. Roberge, moi, je serais prête à lui faire la présentation quand vous voulez. donc, vous voyez que Théoret et Leroux, ils ont dit dans leur livre, ils ont fait un livre qui s'appelle « Le bien-être en enseignement ». Bon, c'est pas encore... Savez-vous que la formation professionnelle, il y a tellement de choses à faire en recherche? Je suis comme, puis la formation aux adultes aussi, on dirait que vous êtes les grands oubliés de tout ça, puis pourtant, c'est vous qui raccrochez les gens au marché du travail. Moi, j'ai découvert ça dans mes lectures là, de débites, de bibliothèque. Là. Je ne parle pas d'expérience, mais moi, c'est comme le constat qui m'est vraiment comme venu à l'esprit. Donc, la santé des enseignants, leur bien-être, leur résilience influencent positivement le développement des élèves à l'école. Donc, si vous êtes des personnes inspirantes pour vos étudiants, là, ça, là, c'est vraiment bien. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'un enseignant qui ressent du bien-être crée un environnement favorable à l'apprentissage, au développement de compétences psychosociales essentielles à la vie en société. Puis, il y a des études qui le disent, que les élèves qui se sentent bien dans vos classes, par exemple, bien, ils vont apprendre mieux. Ils vont se sentir bien, c'est comme s'ils sont en sécurité. Puis, que ce soit des adultes ou des enfants, là, tu sais, des adultes qui sentent qu'ils sont là pour les bonnes raisons, qui sont motivés, que vous êtes inspirants, qui veulent devenir comme vous, parce que souvent, c'est un motif de motivation, bien, ça va faire en sorte qu'il va peut-être y avoir moins d'attrition au niveau là, de la formation professionnelle. Moi, j'y vais avec des hypothèses. Donc, je regarde le temps, là, parce que ça termine à quelle heure? Je ne sais même pas. 11 minutes. Donc, vous voyez, là, je suis partie, mais j'ai quasiment fini. Vous allez voir, on va sortir à l'heure, là. Vous allez pouvoir manger un excellent buffet. Développer une identité professionnelle positive chez les enseignants, ça pourrait les aider à envisager la complexité de leur travail et à permettre une meilleure insertion professionnelle. Donc, se dire les bons messages. Puis, ça pourrait aussi aider à progresser dans leur représentation personnelle et sociale afin de favoriser le développement professionnel chaotique. Vous vivez un développement professionnel très chaotique de par le fait que vous enseignez, que vous allez à l'université en même temps, puis que certains d'entre vous vont encore travailler dans le milieu. Donc ça, c'est chaotique quand même. Là, puis il faut réussir à rester dans la barque, si on veut. Donc, en guise de conclusion, on se rend compte qu'enseigner en formation professionnelle, ça relève d'une complexité particulière compte tenu du contexte de transition entre le métier et la profession enseignante. Que cette transition-là, ça crée une situation où l'insertion professionnelle peut être difficile pour certains novices. Vous êtes des novices pour certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui ont plus d'expérience, bien entendu. Où les enjeux sociaux auxquels sont confrontés les enseignants vont bien au-delà de la tâche d'enseignement et d'évaluation. Ça, c'est clair. Puis que le développement d'une identité professionnelle positive peut permettre de mieux appréhender les défis quotidiens afin de cultiver la persévérance, le bien-être en enseignement. Donc, je vous laisse avec une citation. Moi, j'ai une citation, j'adore ça. Puis celle-là, là, je trouvais tellement que ça pouvait s'adapter. Puis peut-être vous allez me dire, ben là, elle est dans le champ. Mais ça se peut. En tout cas, je la partage. Donc, devenir un enseignant inspirant. Je me dis, comment on fait ça? Et là, Saint-Exupéry a quand même il a écrit quelque chose de quand même assez beau là-dessus. Il dit, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. En enseignement, je trouve que c'est ça. Tu sais, chez les élèves, oui, on va leur montrer comment faire le bateau. Mais s'ils ont le goût de le faire, le bateau, la motivation, c'est sûr que ça va être beaucoup moins difficile pour vous parce qu'ils vont être là puis ils vont s'attendre à construire le bateau avec vous.
ne sera pas là, ah ben là, oui, donne-moi la matière, c'est pas ça. Donc, je voulais vous inspirer un petit peu aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, puis je souhaite vraiment qu'en FP, là, le bien-être continue de jaillir. S'il y a des questions, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ben vous pouvez. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis j'espère que vous avez bien apprécié l'atelier. En tout cas, si je le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a un petit peu de temps, il nous reste quelques minutes. Hein? 8 minutes. Oui, mais écoutez, moi, je n'écrirai pas que vous êtes absent si vous partez tout de suite. OK? Oui? Je pense que oui. Moi, je l'ai donné à la personne responsable, puis ça va me faire plaisir qu'il le partage là, sans problème. Vu qu'on est en web diffusion aussi, je sais que les capsules seront partagées sur le web là, à un moment donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a éclairé tout ça? Ou, tu sais, j'avais peur d'être un peu théorique, là, mais tu sais, avec la web diffusion et tout ça, je trouvais ça difficile. Un, deux. Oui. Oui, le SNP, oui. Présentement, je fais une recherche en association avec le Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement chez des enseignantes novices du primaire et du secondaire. J'ai rencontré la première fois lundi. Et on veut vraiment voir comment un accompagnement qui va se fonde sur les forces de caractère pourrait les aider à vraiment les prémunir contre le mal-être. Puis les aider aussi à ressentir du bien-être, de la satisfaction. Bien, ça me ferait plaisir. Oui, c'est vrai. Souvent, comme chercheur universitaire, là, des fois, c'est difficile de commencer à solliciter tout le monde et tout ça, mais ben, c'est gentil de votre part, puis je vais essayer de le faire si je suis capable. Là, mais... OK. Oui. C'est sûr que moi, je veux semer la bonne nouvelle. Mais le message que j'aimerais aussi vous dire, c'est vraiment de penser que, tu sais, je vois pas les choses juste en rose non plus. Là. On parle de bien-être, mais il y a le mal-être, il faut pas le dire, on l'évacue puis ça n'existe pas. Mais je pense qu'on peut réussir à travailler avec les ondes de mal-être pour avoir un certain équilibre. Parce que c'est vrai que professionnellement, qu'on soit un enseignant de n'importe quel ordre, il y a des bouts qui sont difficiles dans la vie. On a de la détresse psychologique parfois. Et ça, c'est réel. Maintenant, trouver des outils pour réussir à prévenir ça ou ben, tout simplement rebâtir une identité, ben, c'est quand même une option qui se présente aussi. Donc, c'est un petit peu dans cette voie-là là, que j'interviens au niveau de la recherche. Oui? Oui. Oui. Puis oui, continuez. Oui. Oui. Bien se connaître, c'est vraiment la base. Connais-toi toi-même. Là, bon, on dit que c'est Socrate qui a inventé ça, mais c'est pas lui. Là. Mais connais-toi toi-même, c'est vraiment une devise, je crois, que les enseignants devraient adopter. Mais aussi, ben, quand on se connaît soi-même, ben, on peut accompagner les autres à se connaître eux-mêmes aussi, pas les guider, pas devenir. Moi, je n'ai pas la prétention d'être une psychologue, je ne suis pas une psychologue, mais de travailler avec des outils pour aider les autres aussi. Juste dire à un élève à un moment donné, une journée, ah, tu as vraiment compris la notion, c'est vraiment intéressant. Bien, vous venez peut-être de semer une petite graine de motivation que la personne s'inespérait dans sa journée, là, il y avait plein de bébites dans son plat, puis c'est la cerise, mais cette cerise-là, il va la saisir. Donc, vous avez un pouvoir extraordinaire comme enseignant
sur les élèves, sur vos collègues. Donc, c'est... Oui, madame? Oui, oui. Moi, je crois que non. Ce que la dame demande, c'est si les forces de caractère peuvent arriver en conflit quand on change de métier en devenant enseignant. Je crois que non, dans le sens que les forces de caractère, vous les avez développées au regard de votre métier, votre métier avant. Quand vous arrivez comme enseignant, ça se peut que vous les exploitiez moins, mais ils sont là pareil, parce que les forces de caractère, c'est pas juste pour votre métier enseignant, c'est pour votre vie de tous les jours. Fait qu'il y a des forces de caractère qu'on va utiliser dans des contextes qu'on va utiliser moins dans d'autres contextes. Fait que quand je pense, vous me disiez tantôt les forces de caractère de l'humanité. C'est sûr qu'un enseignant doit être quand même axé sur des forces de caractère humaines, c'est-à-dire vouloir aider l'autre, vouloir bâtir une relation pédagogique, puis avoir une intelligence sociale, hein, parce qu'une salle de prof, il faut être intelligent socialement là, pour réussir à s'en sortir. Donc, donc, vous voyez que peut-être que dans un métier où vous étiez peut-être seul, avec moins d'interaction, on met ça moins en contribution, vous n'avez pas besoin de tisser un lien. Vous savez, être enseignant, c'est un métier humain, hein? C'est un métier comme être infirmière. Tous les métiers de l'humain sont très complexes. Philippe Mérieux le disait, c'est un chercheur en sciences d'éducation. Donc, les forces de caractère que vous avez développées dans votre métier, elles vont vous servir peut-être à un moment donné, et surtout quand vous enseignez proprement dit ce que vous faisiez dans votre métier, mais vous allez peut-être devoir prendre conscience que certaines forces de caractère que vous devez développer davantage. C'est-à-dire, mettons, le lien avec l'élève, là, c'est pas tout le monde que c'est facile d'arriver en interaction avec l'élève, de réussir à faire une relation de confiance. Puis, on n'apprend pas ça dans les livres, on n'apprend pas ça nulle part. C'est des essais-erreurs, comme vous dites. Donc, en prendre conscience déjà là, ben, ça veut dire qu'on est prêt peut-être à changer un petit peu. Fait que, à ce moment-là, ben, on développe les forces de caractère qui vont être adaptées au contexte d'enseignement dans lequel vous êtes. Maintenant, les autres forces de caractère, ils restent là, puis vous allez les ressortir peut-être dans d'autres situations qui ne sont pas là ou dans une situation professionnelle précise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va en contradiction du tout. Ouais. Oui, des formations professionnelles, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut être fier de ça. Il faut être fier de repenser à, parce qu'on se sentait compétent dans l'autre métier. Les formations professionnelles, c'est que là, nous, dans notre tête, on se dit, oh, ben, on pourrait faire un lien entre ce que je faisais avant, puis aujourd'hui, peut-être les liens s'établissent quand même assez facilement. Puis des formations professionnelles, surtout en formation professionnelle, je pense que il faut, il faut, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous souhaite une excellente journée. Puis, merci.